Cette semaine, à Identité littéraire, nous recevons la directrice de l'Association des libraires du Québec, Catherine Fafard, la journaliste Pascal Navarro et la BDiste Sylviane Ménard. Et vous, que lisez-vous? Fille de libraire, Catherine Fafard a grandi parmi les livres. Après avoir travaillé en librairie pendant quelques années, elle a rejoint l'équipe de l'Association des libraires du Québec où elle a occupé plusieurs postes. Elle a été tour à tour secrétaire administrative, conseillère en promotion, directrice adjointe, puis directrice générale depuis juillet 2012. Elle a également coordonné pendant 8 ans le Prix des libraires du Québec. Catherine Fafard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, on vous a demandé de travailler un peu pour nous. Ah oui. Donc, de revisiter vos souvenirs, de refaire un peu votre parcours de lecture. Vous avez donc choisi 3 titres dont vous allez nous parler. Oui, pas facilement à choisir ces 3 titres-là. Mon premier choix, c'est Arrêter sur la mouette de Tchekhov. Oui. En fait, c'est le livre qui marque ma première lecture d'une pièce de théâtre. D'accord. Et c'est ce qui m'a ouvert les portes au théâtre, justement. C'est mon professeur de secondaire 3, que je remercie depuis ce temps-là, qui m'a fait lire ça, mais qui m'a aussi abonnée au théâtre à l'âge de 14 ou 15 ans. Mon Dieu, donc c'est une lecture que vous avez faite durant vos études. C'est rare que les lectures imposées vont nous interpeller puis nous parler Effectivement. vraiment. Oui. Mais ça a été une révélation pour moi, le théâtre en direct, mais la lecture du théâtre. Parce que c'est quand même une autre lecture, hein? C'est vrai que le roman. Et donc, c'était un professeur qui vous a... en fait, c'était une lecture au programme. Oui. Donc, comment ça s'est fait, cette lecture-là? C'est-à-dire que vous avez... le premier contact que vous avez eu avec l'œuvre, c'est vraiment seul ou c'est en classe? Comment ça s'est passé? D'abord, on le lisait seul, en sachant qu'il y aurait examen. Donc, on le voit dans mon livre, là, c'est tout annoté, surligné. Puis il fallait trouver les marqueurs de temps et tout ça. Donc, la première lecture, je me rappelle de ne pas l'avoir si tant aimée. D'accord. Mais après ça, quand on le relit avec la classe et qu'on échange, bien, ça donne une toute autre vision. Puis bon, Tchekhov, quand même, théâtre russe, drame par excellence. Ouais. Comédie de mœurs dramatique. Puis il y a beaucoup de... Bien, en fait, vous le disiez, ça vous a ouvert après au théâtre. Oui. Qu'est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez des souvenirs de pièces qui vous ont marqué? Bien, évidemment, j'ai lu des œuvres de Tremblay par après, là, Albertine en 5 temps, À toi pour toujours, Marie-Lou. Quand je lis, je ne suis pas trop patiente. J'aime arriver dans le vif du sujet, faut que ça pas vous trop plaise de assez décor et rapidement. de comment l'atmosphère est. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que c'est pour ça que j'aime le théâtre. C'est un dialogue, le personnage dit ça, l'autre dit ça. Oui, on n'y aise pas, comme on dit. Et puis, vous nous amenez ensuite dans un autre registre avec Amélie Nothomb, L'hygiène de l'assassin, que vous avez lu un petit peu plus tard. Oui, en secondaire 5. D'accord. Un autre professeur. Ah oui, comme quoi les professeurs peuvent influencer. Oui, mais celui-là n'était pas au programme, par contre, mais c'est un professeur qui a vu en moi la lectrice que j'étais, puis qui m'a dit « Ça, je suis sûre que tu aimeras ça ». Elle s'est pas trompée. C'est un de mes livres préférés encore aujourd'hui. Puis c'est je l'ai choisi parce qu'il représente le premier livre qu'on lit d'un auteur et qui fait qu'on veut tous les lire après. On reste vraiment accroché, on suit, on devient auteur, presque groupie. Oui, exactement. Alors, on sait, notre tome, c'est un peu inégal. Les derniers livres sont plus critiqués que ses premiers, mais je l'aime. Vous l'aimez d'amour. Je l'aime tout le temps. Vous la suivrez. Mais Hygiène de l'assassin, c'est son premier et, à mon sens, ça demeure son meilleur, malgré tout ce qu'elle a écrit par la suite. Sa force, c'est vraiment un personnage... En fait, c'est souvent des duos qui s'opposent, là. Il va y avoir un homme, une femme, un grand, un petit. On pense toujours que c'est celui qui est plus fort qui va l'emporter, mais c'est jamais le cas dans ses livres. Elle réussit toujours à nous surprendre. Elle manipule son Ah oui, ah oui. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez préféré? L'intrigue, la langue,
parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur Moi, c'est Amélie Nothomb. vraiment, C'est assez corrosif comme premier roman. Comme vous l'avez dit, c'est la manipulation, là, le fait qu'elle nous entraîne peu à peu vers un punch qui nous surprend à coup sûr. Là, en disant, mais voyons, ça se peut pas. Ouais, le personnage principal dans celui-là, c'est un journaliste qui est sur le point de mourir, puis qui accepte de passer en entrevue des journalistes un peu plus juniors. Et un après l'autre, il est démoli sauvagement jusqu'à temps qu'une femme se pointe, alors qu'il déteste les femmes. C'est un misogyne. Ah oui, complètement. Assumé. Elle a réussi, on pense, depuis le début, on pense que c'est lui qui a le dessus sur tout être humain. Et là, elle arrive dans le portrait. Donc, c'est vraiment un duel, je pense, assez... Oui, puis la fin, inattendue. On n'en dira pas plus, jamais il y en a qui ne l'ont pas lu encore. Ensuite, un roman que vous avez lu plus tard, quand même à l'âge adulte, La fabrication de l'ombre de Jean-François Beauchemin, qui avait d'ailleurs remporté l'un des prix, le prix des libraires, des libraires. Oui. Ouais. Jean-François Beauchemin, que je suis lui aussi depuis son premier roman, Comme enfant, je suis cuit. En fait, le premier segment de sa carrière, c'était souvent des personnages d'enfants. J'adore, règle générale, tous les romans dont le narrateur principal est un enfant. Donc, Jean-François Beauchemin m'avait dès le départ. Mais avec ce livre-là, La fabrication de l'aube, il faut dire que je le connais un peu personnellement. Donc, son histoire m'a d'autant plus touchée, je crois. On ne peut pas rester insensible en lisant ça. Il y a des Voulez-vous passages... nous mettre un petit peu en contexte? Oui, en fait, l'auteur, dans la vraie vie, subit une maladie qui croyait... Il a presque frôlé la mort, là. Oui. Il a été dans le coma pendant des mois. On dit que c'est un miracle qu'il soit toujours vivant. Donc, il raconte cette période-là, en très peu de pages, où il était dans le coma, mais où il avait conscience des gens qui l'entouraient. Puis il dit que c'est l'amour de ses proches qui le fait revivre. Fait qu'il y a des passages où, entre autres, il rend hommage à sa femme qui était là, puis dont il entendait la voix. Je me rappelle quand je l'ai lu, le passage où il parle de sa conjointe, ça m'a tellement touchée. C'est bouleversant de lire ça, surtout que vous connaissez l'auteur, donc c'est un exactement. rapport. Je me rappelle mon conjoint qui a rencontré l'auteur, il dit « Que voulez-vous qu'on dise à nos blondes après ça? » Ah oui! Bon, puis l'écriture est magnifique, toujours. C'est empreint de poésie. Oui, Jean-François Beauchemin est aussi un poète, donc ça transparaît dans ses romans aussi. Oui. Donc, bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pascale Navarro est journaliste et contribue à diverses publications montréalaises. Elle est également chroniqueuse culturelle à Télé-Québec. Essayiste, elle a publié aux éditions du Boréal « Interdit aux femmes » pour en finir avec la modestie féminine et « Les femmes en politique changent-elles le monde ». Pascale Navarro, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je vous ai fait faire un petit exercice, revisiter votre bibliothèque, votre parcours de lecture. Vous avez trouvé l'exercice facile ou vous avez hésité avant de vous arrêter sur vos trois choix? J'ai pas hésité, mais après, j'ai repensé qu'il y en a beaucoup d'autres que j'aurais pu choisir. Mais non, j'ai pas hésité. C'est vraiment des livres qui m'ont marqué et qui m'ont forgé d'une certaine façon. D'accord. Ouais. On commence tout de suite avec du côté des petites filles. Vous avez d'ailleurs apporté votre propre exemplaire qu'on sent lu et relu. En effet. Donc, d'Elena Giannini Bellotti. Oui. Un livre que vous avez lu assez tôt. Est-ce que oui, je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans. Ah, mon Dieu, je pense. Ben, tu sais, dans ma tête, c'est l'âge que j'avais, mais on se raconte tellement d'histoires que j'ai peut-être inventé, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais très jeune. J'étais adolescente. Et puis, c'était la période des grandes sorties de livres féministes comme Marie Cardinal et comme Benoît de Groux, enfin, toute cette Annie Leclerc. Mais celui-ci, ce qui m'avait intéressée, c'est que ça parlait vraiment des petites filles, et j'étais une petite fille. Je veux dire, je sortais de l'enfance. En fait, j'y étais encore. Et puis, ça parlait vraiment de la construction des rôles sociaux de sexe, mais à travers... c'était pas lyrique. Et dans les romans féministes de l'époque, il y avait ce côté lyrique
qui m'impressionnaient, mais qui me touchaient moins parce que je n'étais pas une femme encore. Tandis Ça que là, résonnait vraiment oui, en vous. oui, elle parlait vraiment des jeux, des petites filles qui changeaient quand elles devenaient des filles, puis pourquoi on ne devait pas les obliger à choisir un modèle. Et ça déconstruisait quelque chose, je trouvais. Et en tout cas, moi, ça a vraiment résonné. Je me rappelle avoir souligné plein de phrases. Ah ouais. Et je l'ai relu il n'y a pas longtemps parce que je me demandais, avant même que vous m'appeliez, là, c'était peut-être il y a 2-3 ans, je me disais pourquoi j'ai tant aimé ce livre. Et je suis retournée voir les choses que j'avais soulignées. J'étais encore d'accord avec ça. Oui, Fait que je trouvais que... c'est bon signe. Oui, je me suis dit, mon Dieu, ça fait vraiment longtemps que c'est une fibre qui a toujours été très vivante, qui n'a pas toujours été facile à vivre et qui n'a jamais été dans le ressentiment. Et c'est peut-être ce qu'elle est un peu, elle a campé son essai dans une époque aussi, hein? Mais de toute façon, les livres, on en prend, on en laisse, et puis on change, c'est bien correct. Mais j'aimais ce côté très micro sur la vie des enfants. Je trouvais que ça disait des choses intéressantes. C'est une perspective vraiment qui était nouvelle aussi. Oui. Ça a connu un immense succès. Beaucoup de succès. C'est une Italienne et ça démontre les Italiennes ont été très importantes dans le développement de la pensée féministe, beaucoup plus qu'on ne le sait. Évidemment, on ne parle pas italien, donc on ne les a pas lus. Ouais. Mais c'était une époque d'ailleurs où on a créé cette maison d'édition, les éditions des femmes, et où on a beaucoup publié de livres chez elle, mais aussi chez d'autres éditeurs. Il y avait une ferveur pour le mouvement féministe qui était plus vu comme un mouvement de libération. Oui. Plutôt que dans un mouvement de ressentiment, justement, ou de reproche. Mais il faut voir que dans la libération, il y a aussi du... Ça en fait partie, c'est normal. Bien sûr, oui. Et j'ose espérer que les choses vont se transformer de façon plus constructive qu'elles ne se sont développées ces dernières années sur le plan de l'égalité. Tout à fait. Donc, voilà. Vaste sujet. Oui. Partez-moi pas là-dessus. Non, c'est ça. Alors, on va parler maintenant de jeunesse de Julien Green. Oui. J'étais intriguée par ce choix. C'est un livre que vous avez lu, donc, un peu plus tard. Oui, je devais avoir peut-être 14 ans, peut-être 15. Ça, c'est un livre que j'ai aussi relu. Je l'ai lu une première fois, ensuite une deuxième, ensuite une troisième, et pas mal de suite. Tout comme Les Misérables. C'était l'époque où je lisais Les Misérables et que j'ai relu aussi parce que je me rappelle très bien d'être par terre et de lire. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette image. Celui-là aussi, je soulignais pareil des choses. Moi, ce livre-là, je l'ai relu plus tard adulte, comme j'ai lu d'autres livres de Julien Green, puis vraiment, je me demandais ce que j'y avais trouvé. Je trouvais ça plate, ennuyeux. Vraiment, là. Mais à l'époque, ça m'avait beaucoup touchée parce que c'est un livre d'introspection. Oui. Et c'est un livre où, quand on est jeune, quand on a cet âge-là, entre 14 et 18, je dirais, là, c'est un livre où on se cherche. Ça parle des années de jeunesse. J'étais dans ma jeunesse et j'avais besoin d'un regard extérieur. Et je trouvais que cet homme qui se penchait sur sa jeunesse, parce que c'est quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui a vécu presque tout le siècle. Et en retrait de la vie de vedette d'écrivain, là, c'était vraiment quelqu'un qui avait il écrivait de façon complètement ininterrompue. Il a écrit des journaux, il a écrit des romans, il a beaucoup écrit. J'en ai lu d'autres d'ailleurs aussi que j'avais aimés, de ses romans. Mais l'introspection, la recherche de qui on est, toute cette quête et en même temps... aussi, ce qui m'avait plu, c'est qu'il n'avait pas peur de parler du côté sombre de la jeunesse. Et, parce que quand on est jeune, on découvre le bien et le mal. Et c'est beaucoup intéressé à ces questions-là. Beaucoup intéressé aux questions de morale. Et moi, jeune, c'est quelque chose qui me... Oui, les croyances, la foi. Et d'ailleurs, il était déchiré parce qu'il était homosexuel et c'était difficile pour lui de le vivre. D'ailleurs, tout ce rejet... Voilà, exactement. Donc, ce n'est pas une question d'homosexualité, mais je veux dire, quand on est jeune, on a souvent on se sent marginal parce qu'on est jeune. On n'est pas dans le monde, on se cherche, on ne sait pas trop qui on est, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Donc, moi, ça me rejoignait. Pas pour les mêmes raisons, mais je trouvais que la quête, elle était la même, d'une certaine façon. Merci, Pascale. De rien. Autre titre maintenant.
Un auteur Oui. québécois, La Vallée des Oui. Vallées. de Régent Pareil, Ducharme. j'aurais pu en prendre d'autres québécois. Il y avait Kamouraska, il y avait Marie-Claire Blais, mais en tout cas, celui-là, je voulais en parler parce que pour moi, ça a été mon contact, ma révélation des études littéraires. Quand j'ai commencé à faire mes études en littérature à l'Université de Montréal, j'ai eu un professeur, Elisabeth Nardou-Lafarge, qui nous a donné ce cours sur Régent Ducharme. Et j'en parle parce qu'il y en a d'autres profs aussi qui étaient excellents, mais je me souviens que ça, la première page, je l'ai lu je ne sais combien de fois. Beaucoup d'auteurs ont été marqués par Régent Ducharme, et particulièrement par ce livre. Et je me souviens d'avoir fait mes premiers travaux où je trouvais que des études littéraires avaient un sens. Je dis ça parce que au début, je me suis lancée dans les études littéraires en me disant, bon, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et quand j'ai commencé ce cours-là avec ce prof et ce texte, je réalisais à quel point on pouvait voir la vie sous un angle littéraire. Je le savais, je le sentais, je le ressentais, mais là, je l'ai travaillé vraiment comme un artisanat, dans la langue et la comprendre, les choix des mots, les images, les métaphores, le Québec, pas le Québec, parce que Ducharme est là, mais il n'est pas là. Enfin, il y avait toute cette vision. Enfin, ça a été pour moi le début de quelque chose, une réflexion sur la littérature qui a été tardive. Étonnamment, j'ai toujours beaucoup lu, mais le sens littéraire, on dirait que j'ai découvert avec ce livre. Avec Ducharme. Oui, oui. Et j'ai beaucoup aimé travailler ces livres, travailler ces textes, même si aujourd'hui je ne le lis plus, et même si ces derniers romans m'ont profondément ennuyée. Oui. Mais Celui-là reste. celui-là, Le Néquivoque, L'Hiver de force, évidemment, ce sont des romans qui m'ont vraiment, un peu comme Boris Vian, parce que lui aussi j'aurais pu en parler, mais en tout cas m'ont allumé. Mais aussi, je trouvais que c'était intéressant, ça, parce que Régent Ducharme est quelqu'un qui a compté au niveau de la culture au Québec pour ses chansons, pour les films, pour les scénarios. C'est une personnalité, c'est un mythe de la littérature québécoise aussi. C'est quelqu'un qui, dans les études littéraires, il faut voir que les élèves et les étudiants qui aiment Régent Ducharme sont tous fascinés par sa disparition, par son absence. Et là, on se construit toutes sortes d'histoires. Et c'est sympathique, mais il faut en sortir aussi. Puis revenir à l'œuvre. Revenir à l'œuvre, puis aussi se dire que le Québec est un endroit comme tous les autres endroits du monde où on fait une littérature extrêmement foisonnante, extrêmement riche. Et on a tendance à toujours penser que, je vous dis ça, puis je vous ai donné 2 livres qui ne viennent pas du Québec, mais en tout cas, on a tendance à penser que c'est ailleurs que ça se passe. Mais quand on lit un texte comme ça, on se rend compte que c'est ici que ça se passe aussi, puis il faudrait qu'on en soit un petit peu plus conscient et plus fier. C'est déjà tout le temps qu'on a. Merci grave. beaucoup, Pascale, d'avoir De rien, accepté. ça me fait plaisir. Tout de suite après la pause, j'accueille la BDiste et musicienne Sylviane Ménard.